Octobre 1929, Wall Street s'effondre. Un vent de panique s'empare des investisseurs. L'affolement fait boule de neige et gagne la population. La crise se répand, région après région, à l'ensemble des États-Unis. Que s'est-il passé? Cette crise met fin à 10 années extraordinaires qui suivent la Première Guerre mondiale. Les années folles. Les États-Unis connaissent alors un boom économique sans précédent. De nouvelles industries se développent. L'automobile, le cinéma, l'aviation. Et les banques sont aux premières loges, car c'est elles qui accompagnent le développement de Ford, Chrysler ou General Electric. Pour financer cet essor, elles ont mis au point de nouvelles techniques financières. Avec le Broker's Loan, le client n'a besoin d'apporter que 10 $ pour en investir 100 en bourse. La banque lui prête les 90 qui manquent. Tant que l'économie prospère, la bourse monte et tout va bien. Mais à l'automne 1929, l'économie ralentit et la bourse prend peur. Les investisseurs qui avaient parié à la hausse en s'endettant sont incapables de rembourser les banques. C'est le krach et la panique. Le bilan est désastreux. Une banque sur deux fait faillite. Le taux de chômage grimpe à 25% et des millions d'Américains perdent tout, leur maison, leur emploi. Ils ne doivent plus leur survie qu'aux soupes populaires. C'est la plus grande crise économique de l'histoire. La crise traverse l'Atlantique quand les banques américaines rapatrient leurs fonds placés en Europe. La France est sévèrement touchée. La Banque nationale de crédit, quatrième banque du pays, fait faillite en 1932. En quelques années, 500 banques régionales connaissent le même sort. Aux États-Unis, le sauveur s'appelle Franklin Roosevelt. Le 9 mars 1933, moins d'une semaine après son investiture, le nouveau président convoque le Congrès pour prendre une décision exceptionnelle. Il impose la fermeture de toutes les banques, le temps que les inspecteurs fédéraux se prononcent sur leur état de santé. Le 3 mars, nous avons décidé de fermer les banques. Notre première tâche est de rouvrir toutes les banques saines. 3 jours plus tard, la purge est effectuée. 5000 banques jugées solides rouvrent leurs portes. Les épargnants sont rassurés et la confiance revient. Mais Roosevelt ne va pas en rester là. Les banques ont une responsabilité écrasante dans la crise. Il faut contrôler leur activité. C'est la mission de 2 législateurs. Carter Glass, ancien secrétaire d'État au Trésor, et Henry Stigall, président de la commission Banque et Monnaie à la Chambre des représentants. Ils font voter une loi qui reste aujourd'hui encore une référence, le Glass-Steagall Act. Cette loi instaure 2 mesures fondamentales. La première concerne les clients. Désormais, l'État garantit une partie des dépôts. En cas de crise, l'épargnant est assuré de ne plus tout perdre. La seconde mesure concerne les banques elles-mêmes. Elles sont obligées de choisir leur métier. Banque de dépôt au service des particuliers et interdite de spéculation, ou banque d'affaires autorisée à spéculer avec l'argent de leurs actionnaires. L'activité des banques est clairement réglementée. En France, c'est à la Libération que les choses vont changer. En 1945, le général de Gaulle nationalise les principales banques. Comme Roosevelt, il les oblige à choisir leur métier, banque de dépôt ou banque d'affaires. Pendant 30 ans, leur activité sera étroitement encadrée. L'argent de l'épargne va servir à la reconstruction du pays. C'est dans les années 70 que les choses vont commencer à changer. Au Vietnam, les États-Unis s'enfoncent dans la guerre et envoient tous les ans davantage d'hommes et de matériel sur le terrain. Les crises du pétrole font flamber les prix et creusent les déficits. Pour financer ces dépenses nouvelles, les États-Unis fabriquent des billets. Mais ils sont gênés par le système monétaire de l'époque. Depuis 1944 et les accords de Bretton Woods, toutes les monnaies sont liées entre elles et indexées sur le dollar, lui-même indexé sur l'or. Pour avoir les mains libres, le président américain Richard Nixon décide donc d'abandonner la convertibilité du dollar en or. Le système vole en éclats et les monnaies se mettent à fluctuer entre elles.
C'est un gigantesque marché qui se crée, celui des devises. Et avec lui un nouveau métier. Des milliers de traders échangent désormais jour et nuit des montants colossaux. La financiarisation des banques est en marche. Au début des années 80, tout est prêt pour un grand chambardement. Il ne manque plus qu'une volonté politique. Moi, Ronald Reagan, je jure solennellement d'exécuter fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Lorsque Ronald Reagan devient président, les États-Unis sont dans une mauvaise passe. L'inflation est élevée, la croissance faible et le chômage important. Le nouveau président pense que seules des mesures libérales, radicalement opposées à la politique précédente, peuvent remettre l'économie sur les rails. Un mot d'ordre, déréguler. Reagan libère les prix, baisse les impôts, réduit le budget de l'État et s'en prend aux syndicats. C'est le coup d'envoi de 30 ans de dérégulation de l'économie. Cette nouvelle politique appliquée par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne a été inspirée par un homme, Milton Friedman, aujourd'hui considéré comme un des économistes les plus influents du XXe siècle. Chantre du libéralisme, Friedman est connu pour son militantisme anti-gouvernement et ses petites phrases assassines. Si le gouvernement fédéral était en charge du Sahara, en 5 ans, le désert manquerait de sable. Beaucoup de gens souhaitent que le gouvernement protège le consommateur, mais la question la plus urgente est de protéger le consommateur du gouvernement. Je suis pour baisser les impôts dans toutes les circonstances, quelles que soient les raisons et avec n'importe quelle excuse. Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, est le fondateur d'une école de pensée, l'école de Chicago. C'est un théoricien de l'économie de marché et des dérégulations à tout crin. La logique libérale prime sur tout le reste. Du coup, il se fait parfois l'avocat de causes où on ne l'attend pas, comme la légalisation du cannabis ou de la prostitution. Ces théories économiques vont devenir l'idéologie dominante du monde occidental. En 1981, la France élit pour la première fois un président socialiste sous la Ve République. Alors que le monde dérégule et privatise, le nouveau président François Mitterrand prend des positions à contre-courant. Il lance un vaste programme de nationalisation. Une quarantaine de banques passent sous le contrôle de l'État. Les nationalisations dans ce pays ont toujours correspondu à des grands moments de la vie nationale. Mais la crise rattrape le pays et en 1984, le gouvernement socialiste change de cap. Il s'engage dans un plan de rigueur et de libéralisation. Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, lance la modernisation du secteur financier. À mesure que notre économie se consolide, je souhaite en effet lui donner plus de liberté, plus de mobilité, de telle sorte à mieux affronter la compétition internationale. En 1986, Jacques Chirac, nouveau Premier ministre, fait un pas de plus et privatise Paribas, le CCF, la Société Générale. Ces banques retrouvent une totale liberté de manœuvre et participent à la mondialisation de la finance. En ces années 80, c'est tout un monde qui disparaît. La corbeille du Palais Brognard est remisée. Les agents de change laissent la place à des salles de marché bourrées d'informatique et de jeunes traders, les Golden Boys. Les marchés financiers connaissent un essor sans précédent. Et l'on voit apparaître des instruments financiers complexes, les produits dérivés. Ils permettent de parier sur tout et n'importe quoi. La hausse ou la baisse du prix du pétrole, l'évolution des taux d'intérêt, la faillite d'une entreprise et même les prévisions climatiques. Il n'y a plus de limite et les marchés financiers enflent démesurément. On est loin de la régulation bancaire et des mesures de prudence mises en place par Roosevelt en 1934. Sa mesure phare, le fameux Glass-Steagall Act, qui sépare les activités bancaires, n'en a plus pour longtemps. Le 8 octobre 1998, Sandy Veil, ici à droite, président de Travelers, l'un des plus grands groupes financiers, annonce sa fusion avec la banque de dépôt Citibank pour créer la première banque mondiale, Citigroup. C'est totalement interdit par le Steagall Act et il le sait très bien. Je suis confiant dans le fait que dans les 5 ans, la loi va changer. Et je crois que ce que nous faisons fera changer la loi. Si vous regardez en Europe ou en Asie,
Des groupes comme le nôtre existent, qui combinent la banque, l'assurance et des sociétés d'investissement. Ils appellent ça la banque universelle. Un an plus tard, Sandy Veil obtient satisfaction. Le président démocrate, Bill Clinton, supprime le Glass-Steagall Act. Les banquiers ont gagné. Ils peuvent exercer tous les métiers. Banque de dépôt, banque d'affaires, assureur, gérant de portefeuille. Le supermarché de la finance est né. Emporté par ses succès, le lobby bancaire cherche à faire éclater les derniers verrous. En 2004, les 5 plus grandes banques américaines portent le coup de grâce à la régulation des années Roosevelt. Elles obtiennent un assouplissement d'une règle de prudence pourtant essentielle. Celle de l'effet de levier. Selon cette règle, la banque doit détenir un minimum de fonds propres pour chaque euro dépensé. Pour $1 dans ses caisses, elle peut en investir 12. Sous la pression du lobby bancaire, cette règle va changer. Désormais, les grandes banques américaines, pour ce même dollar, ont le droit d'investir jusqu'à 30 ou 40 $. 4 ans plus tard, la plus grosse crise depuis 1929 éclate dans une finance totalement déréglementée. Si les politiques comme Roosevelt avaient été en pointe pour réguler les banques dans les années 30, ils ont aussi été les premiers à pousser à la déréglementation à partir des années 80. Question d'idéologie, mais pas seulement. Depuis quelques années, les liens entre politique et finance sont devenus très étroits. Ainsi, Robert Rubin, ancien président de la banque Goldman Sachs, était le secrétaire d'État au Trésor du président démocrate Bill Clinton. C'est lui qui signe la mort du Glass-Steagall Act. Son successeur, dans le gouvernement républicain cette fois de George W. Bush, est Henry Paulson, autre président de Goldman Sachs. C'est lui qui permettra de faire sauter les derniers verrous. Les banques ne sont pas seulement devenues puissantes, elles sont elles-mêmes dans les coulisses du pouvoir.